préparé à plusieurs mains avec des collègues du laboratoire PACT, un collègue du laboratoire géo-architecture qui est désormais à Brest, mais qui était à Grenoble auparavant et qui est vraiment à l'initiative de ce projet dont je vous parle. Et puis avec Amélie Bermudeleux et Kevin, que vous avez déjà entendu. Donc la communication, elle a intitulé les low-tech des démarches propices à la mise en transition des villes et des territoires. Et on va poser un certain nombre de questions, peut-être pour apporter des réponses. Le point de départ de l'intervention, c'est peut-être me situer mes collègues aussi dans le champ de la recherche. C'est-à-dire que moi, je suis maîtresse de conférence à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, et je travaille sur les questions d'aménagement, de développement territorial, de géographie. Je viens pas du monde de la technique et j'ai très peu de compétences en la matière. Et dans nos disciplines, la transition socio-écologique est aujourd'hui devenue un cadre de référence, d'action, de réflexion pour transformer nos modes d'habiter, nos modes de produire, nos modes de consommer, etc. Alors, un terme qui a été un petit peu galvaudé, comme à chaque fois on a un terme pour penser les transformations. Et donc, justement, ces termes de transformation qui est un peu plus utilisé. Bref, tout ça pour vous dire que derrière ce terme, il y a une invitation à rentrer par les territoires étant vus comme des échelles d'action pertinentes, parce qu'il y a un certain pouvoir d'agir de la part des acteurs, puis parce qu'il y a des cultures différentes, des spécificités dont il faudrait tenir compte pour pouvoir engager les transitions. Dans ce cadre-là, à mon sens, les questions techniques des dispositifs socio-techniques sont encore un petit peu impensées. Et l'idée, dans le cadre de ce projet Expat, c'est aussi de faire le lien finalement avec ce qui est fait côté ingénierie, STS, pour penser la façon dont les low-tech pourraient participer à ce qu'appelle, nous, la mise en transition des villes et des territoires. Donc la question qu'on va se poser ici dans cette présentation, c'est comment les démarches low-tech et leurs porteurs-porteuses prennent-elles en compte les territoires dans lesquels elles se déploient? Quelle est leur capacité à accompagner la mise en transition des villes et des territoires? L'intervention, elle sera en 4 temps. D'abord, je vais vous présenter le cadre d'étude, qui est aussi un cadre d'expérimentation pédagogique. Ensuite, on aura 2 moments un peu miroirs. Je vais vous présenter un retour sur l'atelier de terrain qu'on a conduit avec les étudiants l'année dernière dans le Vercors. Et puis, Amélie, qui a été en stage à nos côtés et qui est désormais au Low-Tech Lab Grenoble, présentera à la fois ce qu'elle a fait dans son stage, c'est-à-dire un petit panorama des démarches low-tech qu'on peut peut-être qualifier de territoriales, et puis le projet de territoire de Grenoble, projet de territoire low-tech. Et ensuite, ça nous permettra cette mise en regard des 2 volets finalement de la recherche, d'aboutir à des propositions de pistes de réflexion sur ce que seraient finalement des territoires plus low-tech. Peut-être pas low-tech, mais plus low-tech, cette idée de relatif. Alors, cadre d'étude, le projet Expat, et c'est donc ce projet qui a été porté par mon collègue Jocelyn, qui depuis est parti à Brest. C'est un projet qui parle du constat que dans nos formations en géographie et aménagement, on a, pour faire face aux défis qui s'imposent à nous, climatiques et environnementaux, un besoin de familiariser, de se familiariser déjà nous, mais aussi familiariser nos étudiants aux questions qui sont plutôt traitées d'habitude dans le champ des SPS et donc de les familiariser aux enjeux techniques. Dans ce projet qu'on a déposé, qui court encore cette année, l'idée c'était à la fois de proposer à nos étudiants des interventions des collègues du Low-Tech Lab de Grenoble, voilà, qui puissent leur présenter ce que sont les low-tech, ce qu'on entend par low-tech, et puis des ateliers de terrain avec des acteurs des territoires. Un atelier a été réalisé d'abord à Concarneau, autour du Concar Lab. L'année dernière, on était dans le Vercors, et puis cette année, on sera probablement à Chambéry. Et dans le cadre de ce projet, on avait aussi la chance de pouvoir accueillir une stagiaire, en l'occurrence Amélie Bermudeleux, qui était étudiante au sein du programme PIST de l'INP. Donc PIST, c'est un programme qui s'intitule, enfin dont le sigle veut dire pour une ingénierie sobre, techno et éco-responsable. Et donc Amélie nous a accompagnés tout au long de l'année à analyser de façon un peu plus poussée les données qui avaient été récoltées par les étudiants, et puis à conduire un certain nombre d'entretiens semi-directifs auprès de porteurs projets démarche territoriale low-tech, et elle nous en présentera quelques résultats. Et puis en parallèle, Amélie avait aussi sa casquette Low-Tech Lab de Grenoble, où elle a accompagné l'équipe du Low-Tech Lab à penser le projet de territoire, dont elle est désormais la coordinatrice. Elle parlera de tout ça.
Alors, retour sur l'atelier de terrain du Vercors. La question qui était posée aux étudiants, c'est avec les outils qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, comment ils peuvent faire pour essayer de comprendre les enjeux qui se posent, qui sont spécifiques au territoire, les pratiques et les besoins locaux, et puis d'essayer d'identifier les initiatives locales qui participent d'ores et déjà à la mise en transition du territoire. Donc, ce qu'on a fait pour préparer l'atelier de terrain, comme on fait très souvent, il y a eu 4 séances préparatoires avec des interventions de collègues de l'OTECLA pour les familiariser avec ce qu'on appelle les LOTEC. On avait 45 étudiants de L2 et de L3 qui sont encore au début de leurs études, mais qui ont déjà des compétences, notamment méthodologiques, qui étaient répartis en 8 groupes thématiques. Et ce qu'ils ont fait sur le terrain, bah, c'est qu'ils ont mobilisé des outils classiques du diagnostic de territoire pour essayer de comprendre ces enjeux, les besoins des personnes et ce qui se faisait déjà en matière de transition qui n'était pas forcément étiqueté au tech. Donc, avant de partir, nos étudiants analysé des données statistiques assez classiquement pour comprendre quels étaient les enjeux qui se faisaient au territoire, étudier la littérature grise. Sur le terrain, ils ont conduit une enquête et administré plus de 300 questionnaires auprès des habitants pour comprendre les besoins et les pratiques. Et puis, ils ont conduit aussi 36 entretiens semi-directifs auprès des acteurs donc pour comprendre ce qui se passait dans le territoire en matière de transition et quelle place pouvait avoir la low-tech finalement dans ce qui était déjà mis en œuvre à la fois par les associations et par les acteurs publics. Et ce que je vous propose, c'est de faire juste un petit zoom sur 2 fonctions, 2 besoins qui ont été enquêtés par nos étudiants. Alors, premier besoin, c'est se loger sur les territoires. Qu'est-ce que nous a appris cette étude de terrain? D'abord que habiter le Vercors, donc Vercors, massif de moyenne montagne à proximité de Grenoble, on était dans le secteur des 4 montagnes, donc le nord du territoire, qui est plutôt une zone périurbaine qui dépend pas mal dans son fonctionnement de l'agglomération de base. Quand on parle de se loger dans le Vercors, si on veut imaginer un habitalothèque, il faut déjà penser aux enjeux spécifiques à ce territoire. En l'occurrence, c'est un territoire touristique, donc il y a plus de 50% des habitats qui sont des habitats secondaires, des saisonniers qui ont du mal à se loger. C'est un habitat dans lequel le climat est rigoureux, dans lequel les prix du marché de l'immobilier sont élevés, dans lequel le parc immobilier est relativement vétuste. Un quart des logements sont des passeurs thermiques. Et c'est un territoire aussi dans lequel le secteur artisanal est un peu en souffrance. Il y a une pénurie d'artisans et puis les artisans qui sont en place sont assez peu formés aux techniques basse consommation. Le questionnaire, oui, qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors, je ne fais pas un compte rendu détaillé, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que 80% des répondants des enquêtés essayent de réduire leur consommation énergétique par plein de pratiques différentes, à la fois des pratiques de réduction de la consommation et puis aussi la mise en œuvre de travaux d'isolation, notamment. Ces habitants, ils connaissent relativement bien le principe de basse consommation, mais ce qu'on s'aperçoit dans le questionnaire, c'est que les locataires connaissent moins bien le principe de basse consommation que les propriétaires. Donc, premier apprentissage qui peut être intéressant pour agir sur le territoire. Deuxième apprentissage intéressant qui ressort du questionnaire, c'est que les freins pour faire des travaux pour améliorer la consommation énergétique du logement sont à la fois le fait de ne pas être propriétaire, mais aussi la question du coût financier. Là, c'est un deuxième petit élément à avoir en tête si on veut engager le territoire vers un habitat plus low-tech. Ensuite, toujours dans cette fonction habiter-logement, ce que les étudiants ont pu mettre en évidence, c'est le fait que sur le territoire, il se passait déjà pas mal de choses pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments. À la fois des choses qui étaient mises en place par la communauté de communes, typiquement une plateforme de rénovation énergétique, un dispositif pas technique, mais qui repose plutôt sur une innovation sociale qui s'appelle Saisonniers Recherche Maison au Volet-Clos, pour mettre en relation des saisonniers avec des propriétaires de résidences secondaires et pouvoir maximiser l'usage de ces résidences non occupées. Et donc, mettre en évidence aussi les actions des bailleurs sociaux et puis les actions d'un certain nombre d'associations très dynamiques sur le territoire pour promouvoir l'habitat écologique, les habitats partagés et les habitats intergénérationnels. Finalement, ce qui est ressorti de leur étude, c'est que pour penser à un habitat low-tech et promouvoir des démarches low-tech dans le logement dans le Vercors, ce qui pouvait être fait, c'était sensibiliser à ce qu'implique penser un habitat low-tech et essayer de chercher à la façon de rendre accessible cet habitat low-tech d'un point de vue financier. Il y avait
enjeu fort qui ressort de maintenir les artisans sur place et de mieux former ces artisans aux questions de tech. Bien évidemment, dans l'accompagnement aussi de besoin de prendre en compte la diversité des propriétaires, des modes d'occupation et des statuts d'occupation, notamment en mettant peut-être plus la focale sur finalement la situation des locataires que celle des propriétaires. Et puis, pour finir, aucune action recensée sur les bâtiments publics, alors même que c'est un parc de bâtiments relativement important dans ce territoire, comme dans d'autres. Sur la question du besoin de se déplacer, eh ben, un peu de la même façon, les étudiants, ils ont fait leur recherche avec les mêmes outils. D'abord un petit diagnostic quantitatif, puis les questionnaires et puis les entretiens semi-directifs. Ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est un territoire périurbain, donc c'est un territoire dans lequel il y a beaucoup de navetteurs, c'est un territoire peu dense, dans lequel finalement il y a des difficultés à déployer un réseau de transport en commun. C'est un territoire touristique, donc il y a une très forte saisonnalité de la demande, qui est difficile de répondre. Le questionnaire révèle qu'il y a des différences en termes d'utilisation des transports selon les catégories d'âge, notamment la frange 45-66 ans est celle qui utilise le plus la voiture individuelle. Et pourquoi elle l'utilise? Pour aller travailler principalement. Et puis, l'utilisation des transports en commun relativement faible et non corrélée au lieu de résidence, non corrélée finalement à l'offre de transport. Ce qu'a révélé aussi l'enquête sur le terrain, c'est la pluralité des initiatives qui existent d'ores et déjà pour réduire l'usage de la voiture individuelle. La commune de Villard-de-Lans, par exemple, conduit un programme d'écomobilité scolaire pour encourager les parents à accompagner leurs enfants sans utiliser la voiture individuelle. La communauté de communes a tout un tas d'actions pour promouvoir les mobilités douces, notamment ça passe par l'aménagement d'itinéraires cyclables, l'aide à l'achat de VAE, un soutien à l'intermodalité, la mise en place de navettes gratuites en saison touristique côté transport en commun. On a pu voir aussi que la plateforme Cities était présente. Et puis, une chose qu'on n'avait pas deviné, qui nous a été révélée lors des entretiens, c'est l'importance de la culture locale du stop. Vous voyez, quand on parle de spécificité du territoire et spécificité culturelle, là, dans le Vercors, typiquement, sur la question de la mobilité, il y a une très très forte culture au fait de faire une forte culture à faire du stop. Il y a eu différentes tentatives pour institutionnaliser des plateformes qui auraient pu généraliser le covoiturage, mais finalement, résistance, le stop, c'est ce qui fonctionne le mieux sur le territoire. En termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? D'abord, c'est qu'il y a un besoin, visiblement, de poursuivre la sensibilisation à la réduction de la voiture individuelle, puisqu'elle continue d'être hyper prégnante dans les modes de déplacement. Les itinéraires cyclables, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'ils étaient développés plutôt comme un produit touristique que comme un moyen de promouvoir les mobilités quotidiennes, de par les aménagements qui étaient tracés. Une intermodalité qui était effectivement pensée dans l'offre de transport, mais pas forcément dans les pratiques des habitants. En l'occurrence, ce qui est ressorti des enquêtes, c'est que l'éclairage n'était pas suffisant, les voies cyclables n'étaient pas toujours sécurisées, éclairées, bien entretenues. Il y avait un problème aussi au niveau des trottoirs. Donc, effectivement, il y a une offre de transport qui est intermodale, des bus, des itinéraires cyclables, des routes. Mais dans la pratique, c'est très, très compliqué de choisir l'intermodalité. Il y aurait des moyens auxquels la LODEC pourrait répondre pour promouvoir cette intermodalité. Et enfin, dernier élément, un besoin, là encore, de prendre la diversité des publics et des besoins pour déployer la LODEC. Là, je vous le fais très, très brièvement, et l'idée, c'est simplement de vous montrer finalement ce qu'on a pu faire avec nos étudiants pour voir ce qui existait déjà sur ce territoire, voir quelles étaient les spécificités du territoire, et puis voir comment finalement les démarches LODEC pourraient venir s'intégrer à ce qui existe déjà pour accompagner cette mise en transition qui est déjà faite. Dernière chose qu'on a questionnée, et je ne l'ai pas noté ici, c'est le rôle que pourrait avoir un tiers-lieu low-tech. Il y avait une demande d'un collègue du Vercors, qui est engagé dans la communauté low-tech, de savoir est-ce qu'un tiers-lieu low-tech aurait du sens sur le territoire, est-ce que ça serait un moyen de promouvoir, diffuser la culture low-tech sur le territoire. Ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que finalement, il y avait déjà un tissu associatif très très dense dans le Vercors qui couvrait tout un tas de thématiques, des ressourceries, des tiers-lieux, etc. Et que ça aurait pas été intéressant, ça serait pas intéressant de créer un nouveau lieu, puisque les gens sont déjà saturés d'informations et participent déjà beaucoup à la vie associative, mais plutôt un intérêt à diffuser cette question des low-tech un peu dans tous les lieux associatifs qui existent d'ores et déjà.
Alors, en miroir, qu'est-ce qui est fait côté démarche tech? Du coup, comme la démarche on a une recette associative du détecte Grenoble, mais j'ai suivi les casquettes de recherche avant, et ça ne me servait pas souvent de juste remettre en contexte pour le coup, j'étais avec de Grenoble, les entretiens semi-directifs que j'ai réalisés. Il y a quelques personnes dans la salle avec qui j'ai réalisé des entretiens, je vous remercie encore pour leur temps. Du coup, j'ai fait 11 entretiens et j'ai plutôt essayé de comprendre sur comment la démarche tech pouvait s'étudier dans un territoire. Et moi, j'ai vu près de 3 endroits où c'est de la manière dont c'est diffusé. Il y a eu les appels à projets et les amis de l'ADEME, des directions régionales de l'ADEME dont on a parlé ce matin. Et aussi les projets de territoire, donc Carlo, qui a inspiré celui dont aujourd'hui. Et il y a aussi un projet pédagogique avec cette entité dont on a parlé que moi, avec un hackathon à Chalon. Ces projets, ils avaient plein de particularités. Moi, ce que je trouvais qui ressortait, et ce qu'on a fait, c'est en fait, c'est des cas d'expérimentation sécurisante. C'est-à-dire qu'on a pris le temps, une institution a pris le temps et a mis de l'argent pour dire, OK, pendant tant de mois, on va vous accompagner, pour vous expliquer ce que c'est la démarche modèle, on va vous acculturer, enfin, surtout que vous soyez un peu plus autonome. Et ça, en fait, c'est le tout dont on a besoin, parce que la démarche modèle, c'est encore très peu connu, c'est assez exploratoire. Et s'il n'y a pas cette aide-là au début, ça va être très compliqué de l'intégrer dans le professionnel. Et on a aussi identifié 3 objectifs qui sembleraient être poursuivis par ces programmes. Il faudrait allumer sensibiliser les pratiques et utilités tech. Moi, l'animation, ça me semble primordial. J'ai l'impression que dans les territoires que j'ai étudiés, il n'y a plus de personnes aujourd'hui en charge de ça. La dynamique s'essouffle un peu. En Normandie, il y a vraiment un chargé de mission de tech avec Ilan qui est le GOB, et c'est vraiment un territoire qui vit. À Concarneau, le projet territoire, il a été très chouette, mais la dynamique, il n'y a eu personne après. Il s'est diffusé d'autres manières, mais sur le territoire, ce réseau-là n'a pas été pérennisé. Il y a aussi une réelle volonté de faire des expérimentations de tech au sein des structures, vraiment d'amener la démarche dans ce modèle-là, et surtout de mailler et de mettre en réseau des entreprises, et notamment, je pense, avec les projets de territoire, il y a vraiment cette dimension de territoire. Et du coup, un exemple de mise en réseau de maillage, c'est la démarche qu'on porte le Tech Lab Grenoble. Donc, faire un territoire tech en métropole grenobloise. On s'est inspiré de ce qui a été fait à Concarneau. Je vais en dire 2 mots, parce que Kevin a pas mal parlé ce matin de Concarneau, mais Concarneau, c'était le Tech Lab Concarneau et l'ADEME Bretagne qui ont intervenu en 18 mois une vingtaine de structures, parce que c'est quand même un gros projet. Il y a eu il y a eu 8 expérimentations qui ont été faites, ça a été tout documenté en open source. Et en fait, même si sur le territoire aujourd'hui, il n'y a plus ce maillage-là, par contre, les liens humains qui ont été créés, restent. Et surtout, il y a une documentation qui a été faite, qui a été très riche, et notamment très riche sur les méthodologies qui ont été utilisées par l'équipe de méthode de Carlo. Et en fait, le territoire de Carlo, bon, ça a été un peu essoufflé, mais du coup, ça a essaimé, notamment à Grenoble. Et sans cette documentation, on n'aurait sûrement pas pu reproduire ce parcours. Une spécificité à Grenoble, c'est qu'on le coporte avec un acteur associatif de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a vraiment la casquette un peu plus low-tech avec le Tech Lab Grenoble. Et je dirais que vraiment sur cette casquette-là, réseau SS, qui ont des compétences que nous, on n'a pas du tout, et qui est très riche sur le parcours. On a aussi une équipe cœur. L'équipe cœur, elle est composée de financeurs, membres, chercheurs, chercheuses, différents laboratoires, et des membres du de nos associations. Cette équipe cœur est un peu garante de la vision du projet. Donc, on a élaboré une vision du projet qu'on a confiée un peu à l'équipe cœur. Et il y a un suivi qui se fait. Et sur la partie, les chercheurs-chercheuses vont aussi beaucoup nous aider sur tout ce qui est un peu prendre du recul. En tant qu'équipe opérationnelle, on a parfois un peu la tête dans le champ. On doit préparer les ateliers, accompagner les structures. Et cette équipe cœur, elle est aussi là pour nous aider, notamment tout ce qui va être comment on évalue l'impact de notre projet. Donc, on va les solliciter beaucoup. On a donc 10 structures sur 10 mois de parcours. Les objectifs, c'est amener la démarche tech dans le domaine professionnel. Et moi, j'ai vraiment mis en lumière une démarche où on n'a pas envie de passer que par les objets, c'est vraiment un tout. Avant-hier, on avait un atelier collectif, on a créé des groupes thématiques. On a fait le choix de leur faire créer des groupes thématiques. C'est pas l'équipe opérationnelle qui a dit ce sera ça les groupes. On a fait un atelier en intelligence collective, un peu en démocratie, pour savoir collectivement quelle thématique ils voulaient explorer. Et pour nous, ça faisait partie de la démarche tech. Et on va aussi introduire la culture d'expérimentation. C'est difficile pour les entreprises qui ont beaucoup de contraintes, pour les associations, les entreprises de l'ESS, de mettre de l'argent sur la table pour quelque chose dont on ne sait pas s'il y aura une finalité. Ben, on a en tout cas d'accepter ça et avec le droit et l'erreur.
Donc là, j'ai rappelé des structures qu'on a sélectionnées pour montrer vraiment le panel. On va vraiment de la salle de spectacle en passant par le sport, les champignons, les tiers-lieux, les CHU. On accompagne vraiment des tailles diverses et variées avec plusieurs étapes. Donc là, en ce moment, on est ici. Donc elles sont en train de faire des groupes thématiques. Et ensuite, on va faire des visites apprenantes, puisque la démarche FEDAC, il y a plein de choses qui existent sur les territoires, qui ne sont pas forcément exécutées de tête, qui existent, et on va s'en inspirer. Et ensuite, on va faire dans la phase la plus longue, qui est l'expérimentation, avant de faire le bilan. Et là, ça apparaît comme, et bien sûr, on va documenter ce qu'on a fait, autant pour le public que pour les structures qui vont refaire ça, donc avec la méthodologie. Et avec l'événement culture, de montrer aussi au territoire ce qui s'est passé, et potentiellement refaire une deuxième édition. Et là, c'est tout le temps. Environ 5 minutes, on n'a pas beaucoup. Oui, Ça va être comme ça en un quart d'heure pour discuter. Merci. Pour conclure, la question qu'on peut se poser quand on met en regard finalement ce qu'on a pu tester avec nos étudiants et ce qu'Amélie nous présente en termes de démarches territoriales existantes, donc, comment finalement aller vers des projets de territoire plus low-tech. J'ai quelques pistes de réflexion à vous soumettre. D'abord sur l'aspect méthodologique, il me semble qu'il y a possible fertilisation croisée finalement entre les compétences dont on dispose en géographie, aménagement du territoire, urbanisme, c'est-à-dire les outils pour faire du diagnostic de territoire. On a entendu beaucoup parler ce matin de diagnostic de structure. Si on veut agir à l'échelle territoriale, peut-être qu'il peut être utile de penser des diagnostics à cette échelle-là. Et il y a tout un tas d'outils qui existent pour révéler les spécificités des territoires, les besoins des habitants, et puis aussi révéler les initiatives qui existent déjà et avec lesquelles il est possible de faire du lien. Peut-être aussi, alors, j'ai bien en tête que l'intérêt de la low-tech et puis de penser la transition, c'est de penser le systémique, on est bien d'accord là-dessus, mais je me dis qu'il peut avoir un intérêt, comme l'a évoqué un collègue ce matin, de penser par filière ou de penser par fonction, par besoin, peut-être pour couvrir un peu plus largement un champ d'action et voir toutes les initiatives qui se posent dans la matière. Est-ce que la low-tech pourrait apporter de façon complémentaire à ce qui est déjà fait? Sur les démarches territoriales, ce qui me semble, et l'invitation que je veux soumettre aujourd'hui, c'est que finalement, le territoire, il est un peu pensé pour l'instant comme un périmètre d'action. Et on a souligné ce matin toute la richesse qu'il y a derrière le terme de territoire. Et peut-être qu'il serait possible de passer des démarches territoriales à des démarches territorialisées, c'est-à-dire qui prennent en compte les besoins spécifiques des territoires. Typiquement, l'exemple du Vercors, qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que si on parle de se loger dans le Vercors et qu'on veut aller vers un habité plus low-tech, on peut mettre la focale sur la question des locataires, sur la question des résidences secondaires, sur la question de la mobilité. On voit qu'il existe déjà beaucoup de choses qui sont faites pour réduire l'utilisation de la voiture individuelle. Peut-être qu'il faut déplacer la focale et simplement accompagner l'intermodalité. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, réaliser un diagnostic de territoire, ça permet de se poser toutes ces questions et de mettre en évidence des enjeux sur lesquels les démarches territoriales peuvent se concentrer. Et puis, deuxième aspect qui me semble important pour aller vers des démarches territorialisées, c'est, et on en a parlé déjà ce matin, le fait qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives dans les territoires qui accompagnent, favorisent une mise en transition, économie circulaire, économie sociale et solidaire, tiers-lieux, etc., etc. Alors, ils n'agissent pas tous dans le même champ. À mon avis, ils sont très complémentaires et on peut se dire qu'ils peuvent coexister et accompagner la mise en transition. Ce qui nous semble aussi, c'est qu'il serait intéressant de penser ces complémentarités et de mieux articuler ces démarches pour finalement amplifier le mouvement de transition. Je vous remercie pour votre attention.